La pluie fine et glaciale de novembre s'infiltrait à travers le tissu usé de mon uniforme, une seconde peau que j'avais hâte de retirer. La ruelle derrière la brasserie puait le graillon et l'eau de javel, un parfum qui s'accrochait à mes cheveux et à mes souvenirs. Ce soir-là, pourtant, une autre odeur flottait dans l'air, métallique et âcre. Un gémissement étouffé, à peine audible par-dessus le tambourinement de la pluie sur les couvercles des poubelles, a attiré mon attention. Recroquevillée dans l'ombre d'un conteneur, une silhouette gisait, un amas de vêtements sombres et de désespoir. Mon premier réflexe fut la peur, cet instinct de survie qui me criait de faire demi-tour, de verrouiller ma porte et de ne jamais regarder en arrière. Mais le son, un râle de douleur si profond, si humain, a touché une corde sensible que je croyais morte depuis longtemps. Je me suis approchée, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. C'était un homme, son visage pâle et anguleux contrastant avec la tache sombre qui s'étendait sur sa chemise. Sans réfléchir, j'ai arraché l'écharpe blanche que ma sœur Chloé m'avait tricotée, le seul objet de valeur que je possédais, et j'ai pressé le tissu contre la plaie, sentant la chaleur de son sang imprégner la laine. Mes mains tremblaient, mais elles étaient fermes. J'ai sorti mon téléphone, composé le numéro des urgences et, d'une voix qui n'était pas la mienne, j'ai murmuré l'adresse avant de raccrocher et de disparaître dans la nuit, laissant derrière moi un fantôme et une partie de mon âme. Le chemin du retour m'a semblé durer une éternité. Chaque ombre dansante sous les lampadaires parisiens prenait la forme d'une menace. Chaque bruit de pas derrière moi ravivait une terreur ancienne. L'image de cet homme, de son sang sur mes mains, sur l'écharpe de Chloé, tournait en boucle dans ma tête. Qui était-il et qui étaient ceux qui l'avaient laissé pour mort dans une ruelle sordide? En rentrant dans mon minuscule appartement, le silence m'a accueilli comme une claque. C'est dans ces moments, quand l'adrénaline retombe et que la réalité s'installe, qu'on mesure à quel point la vie peut basculer. Une décision, un simple geste de compassion et tout l'équilibre précaire que j'avais mis des années à construire menaçait de s'effondrer. Si vous comprenez ce sentiment, cette impression de marcher sur une corde raide au-dessus du vide, alors je vous invite à nous rejoindre. Votre soutien est précieux. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si mon histoire vous touche et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Partager ce récit, c'est un peu comme allumer une lumière dans l'obscurité, et cela m'aide à croire que je ne suis pas seule. Cette nuit-là, en frottant mes mains jusqu'à les sentir à vif, je n'ai pas pu effacer la sensation de sa vie qui s'échappait entre mes doigts, ni l'impression d'avoir invité un danger bien plus grand que celui que je fuyais déjà. Le sommeil n'a été qu'une trêve agitée, peuplée de cauchemars où des yeux sombres et intenses me fixaient depuis une ruelle sans fin. Le matin s'est levé, gris et indifférent, et j'ai enfilé la routine comme une armure, café noir, toast brûlé, l'uniforme propre qui attendait sur une chaise. Une autre journée de sourires forcés et de pourboires incertains. C'est alors qu'on a frappé. Pas les coups timides d'un voisin ou le martèlement pressé d'un livreur. C'était 3 coups secs, précis, autoritaires. Un son qui n'avait rien à faire sur le palier de mon immeuble décrépit. Mon cœur s'est emballé, le souvenir de la nuit dernière remontant à la surface avec une violence inouïe. Est-ce la police ou pire, les hommes qui avaient fait ça? Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Marc, mon ex, dont les visites surprises étaient toujours le prélude à une nouvelle vague de tourments. Mais ce n'était pas son style, il préférait la manipulation insidieuse à la confrontation directe. J'ai retenu ma respiration, espérant que le silence les ferait partir. Mais ils ont frappé à nouveau, avec la même patience calculée, une patience qui glaçait le sang. Je me suis approchée de la porte, sur la pointe des pieds, le Judas obstrué par des années de crasse. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je devais ouvrir. Je devais faire face à ce que j'avais déclenché en choisissant d'aider un inconnu au lieu de fuir comme je l'avais toujours fait. J'ai tourné le verrou, le déclic résonnant comme un coup de feu dans le silence de mon studio. La porte s'est entr'ouverte sur un couloir soudainement trop étroit, dominé par 2 silhouettes. L'un était l'homme de la ruelle. Il se tenait là, droit comme un i, vêtu d'un costume sombre si parfaitement coupé qu'il semblait absorber la lumière blafarde du couloir. Aucune trace de la blessure mortelle de la veille, sinon une pâleur marmoraine qui rendait son visage encore plus saisissant. Ses yeux, d'un gris d'acier, m'ont transpercé, me scrutant avec une intensité qui semblait lire au plus profond de moi, exposant toutes mes peurs et mes faiblesses. À ses côtés, un autre homme, plus décontracté, mais tout aussi vigilant, observait la scène avec un air d'ennui professionnel.
L'homme de la ruelle a fait un pas en avant, et l'air s'est chargé d'une électricité palpable, un mélange de puissance contenue et de danger latent. Il a tendu une main gantée de cuir noir. Dans sa paume reposait mon écharpe, celle de Chloé. Elle était parfaitement propre, pliée avec un soin méticuleux. Sa voix, quand il a parlé, était un murmure grave et rocailleux, un son qui a fait vibrer quelque chose en moi. « Je crois que ceci vous appartient ». Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, le début de quelque chose que je ne pouvais ni nommer ni comprendre, mais que je savais déjà irréversible. Je suis restée figée, incapable de prendre l'écharpe. Mes doigts semblaient engourdis, mon cerveau refusait de traiter l'absurdité de la situation. Un homme laissé pour mort se tenait sur mon paillasson, plus intimidant en costume 3 pièces qu'ensanglanté dans une ruelle. J'ai balbutié quelque chose d'inintelligible, un mélange de « comment » et de « pourquoi », mais il m'a interrompu d'un simple regard. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-il déclaré, sa voix ne laissant transparaître aucune émotion. Dans mon monde, un tel acte crée une dette de vie. Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans l'air confiné de mon entrée. À partir de maintenant, vous êtes sous ma protection. Le mot a explosé dans ma tête. Protection. C'était la dernière chose que je voulais. La protection avait toujours été pour moi synonyme de contrôle, de cage dorée, des mots que Marc utilisait avant de resserrer son emprise. J'ai secoué la tête, essayant de trouver ma voie. Je n'ai rien fait, je ne veux rien, oubliez ça. L'homme à ses côtés, celui que je devinais être son bras droit, a esquissé un sourire en coin. Le patron, Dante, n'aime pas les comptes non soldés. Considérez cela comme une clôture de transaction. Vous lui avez donné la vie, il vous donne la sécurité. C'est simple. Simple, je me sentais comme une proie tombée dans un piège infiniment plus complexe et dangereux que celui que je venais de fuir. C'est à ce moment précis, alors que le monde semblait basculer, qu'une voix familière et détestée a résonné depuis le bas de l'escalier. « Elena, chérie, tu es là ?» Mon sang s'est glacé. Marc, le timing était si cruel, si parfait, que j'aurais pu croire à une mise en scène macabre. Il est apparu au coin du couloir, son sourire suffisant et son assurance de flic corrompu en plein écran. Il n'a pas immédiatement remarqué les 2 hommes qui se tenaient dans l'embrasure de ma porte, son attention entièrement focalisée sur moi. « Tu ne réponds plus à mes appels, ma belle, on doit parler. Il y a des choses que tu dois me rendre. » Sa voix était mielleuse, mais je connaissais la menace qui se cachait derrière chaque syllabe. Mon port s'est raidi, un réflexe pavlovien forgé par des années de peur. Je sentais le regard de Dante sur moi, analysant ma réaction, enregistrant la terreur pure qui devait se lire sur mon visage. Marc a fait un pas de plus, son arrogance le rendant aveugle au danger. Il était la raison pour laquelle je vivais dans cette peur constante, la raison pour laquelle ma sœur était morte. Et il se tenait là, à quelques mètres de l'incarnation même d'un pouvoir qu'il ne pourrait jamais imaginer, ignorant qu'il venait de marcher droit dans la gueule du loup. Marc a finalement levé les yeux et son sourire s'est évanoui. Il a pris la pleine mesure de la scène, moi, pétrifié, et ces 2 hommes qui bloquaient mon entrée. Son regard a balayé le costume de Dante, les chaussures italiennes impeccables, l'aura de puissance tranquille qui émanait de lui. L'assurance de Marc, bâtie sur l'intimidation de plus faibles que lui, s'est fissurée. Dante n'a pas bougé d'1 centimètre, il n'a pas prononcé un mot, il a simplement incliné la tête, son regard d'acier se fixant sur Marc. Il n'y avait ni colère ni menace, juste une froide évaluation, comme un prédateur jaugeant une nuisance. Le silence dans le couloir est devenu assourdissant, chargé d'une tension si épaisse que j'avais l'impression de suffoquer. L'homme à côté de Dante, Léo, a croisé les bras, un air d'amusement discret sur le visage, comme s'il assistait à un spectacle familier. Marc a dégluti, son arrogance se transformant en une nervosité palpable. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, sans doute une tentative de réaffirmer son autorité, mais aucun son n'est sorti. Sous le poids de ce regard silencieux, il a reculé d'un pas.
puis d'un autre. « Je vois que tu es occupé, je repasserai. » Il a tourné les talons et parti presque en courant. Dante ne l'a pas quitté des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis il a reporté son attention sur moi, et son expression disait tout. La dette venait de commencer à être payée. Une fois Marc disparu, l'écho de ses pas précipités s'estompant dans la cage d'escalier, je suis restée là, tremblante, le souffle court. Dante n'avait pas bougé, son regard gris acier était toujours posé sur moi, déchiffrant chaque parcelle de ma terreur avec une précision chirurgicale. Léo, son acolyte, a soupiré avec un air de lassitude. « Il reviendra », a-t-il simplement commenté, comme s'il parlait de la météo. Dante a finalement reporté son attention sur l'écharpe qu'il tenait toujours. « Prenez-la », a-t-il ordonné doucement. Mes doigts ont effleuré la laine immaculée. « Je ne veux pas de votre protection », ai-je réussi à articuler, ma voix à peine un murmure. « Je ne veux rien avoir à faire avec vous ou votre monde. » J'ai essayé de refermer la porte, un geste futile et désespéré. Sa main gantée s'est posée sur le bois, l'arrêtant sans le moindre effort. « Ce n'est plus une question de vouloir, Helena, » a-t-il dit, mon prénom sonnant étrangement dans sa bouche. « Vous avez fait un choix dans cette ruelle. Maintenant, vous devez vivre avec ses conséquences. Et la première conséquence, c'est que cet homme ne vous approchera plus jamais. » Ces mots n'étaient pas une promesse, mais un fait établi, une nouvelle loi de l'univers que je venais de découvrir. Le lendemain, les conséquences de la visite de Marc se sont abattues sur moi avec la froideur d'une lame. J'étais au milieu du service du midi, jonglant avec les assiettes et les sourires de façade, quand mon patron, M. Dubois, un homme habituellement jovial et rondouillard, m'a appelé dans son bureau. Son visage était blême, ses mains agitées. Il n'a pas osé croiser mon regard. « Helena, je suis désolé, terriblement désolé. » Il a commencé par des platitudes, parlant de restructuration, de difficultés financières, mais je savais que c'était l'œuvre de Marc. Finalement, il a avoué à demi-mot. Une plainte anonyme avait été déposée. Des accusations vagues de vol, de comportements inappropriés. Des mensonges si grossiers qu'ils en étaient insultants. « Je n'ai pas le choix, ma petite. Les flics sont venus ce matin. Ils ont fortement suggéré. » Il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Marc utilisait son insigne comme une arme, empoisonnant chaque recoin de ma vie. Je suis sortie de la brasserie, mon casier vidé dans un sac en plastique, le bruit de la ville soudainement assourdissant. J'étais sans emploi, avec des dettes qui pesaient comme des pierres de moulin autour de mon cou. Le monde que j'avais si péniblement maintenu venait de s'effondrer. La chute ne s'est pas arrêtée là. En rentrant chez moi, le cœur lourd et l'esprit vide, j'ai trouvé une enveloppe officielle scotchée à ma porte. Une mise en demeure d'expulsion. 30 jours pour quitter les lieux pour cause de loyers impayés. C'était impossible. J'étais à jour, j'avais toujours payé, quitte à sauter des repas. J'ai arraché le papier, mes mains tremblant de rage et d'impuissance. Le propriétaire, un homme que je n'avais jamais rencontré, était un ami de la famille de Marc. Une autre de ses tentacules venait de s'enrouler autour de ma gorge. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque craquement du plancher, chaque sirène au loin me faisait sursauter. L'appartement, mon seul refuge, était devenu une prison dont les murs se resserraient. J'ai appelé Sophia, ma seule amie, qui a écouté en silence avant de me dire ce que je savais déjà. « Tu dois partir, Helena, disparaître. » Mais où aller? Sans argent, sans travail, sans personne. Je me sentais comme un animal piégé, courant en rond dans une cage de plus en plus petite, attendant le coup de grâce du chasseur qui s'amusait de ma panique. L'ombre de Marc planait sur tout, et pour la première fois, l'idée de demander de l'aide à une autre ombre, celle de Dante, a traversé mon esprit comme un blasphème. Le matin suivant, alors que je sortais pour une course désespérée à l'agence pour l'emploi, une berline noire aux vitres teintées s'est arrêtée en silence le long du trottoir. Elle était si luxueuse et déplacée dans ma rue grise qu'elle semblait sortie d'un autre monde. Léo est descendu du siège conducteur, impeccablement vêtu d'un costume qui valait probablement plus que tout ce que je possédais. Il ne m'a pas souri. Il a simplement ouvert la portière arrière, un geste déludé de toute émotion. À l'intérieur, je pouvais distinguer la silhouette de Dante, une présence sombre et immobile. L'invitation était claire, et ce n'était pas une invitation. J'ai secoué la tête, reculant d'un pas. « Non, laissez-moi tranquille. »
Dante a baissé la vitre électrique, l'air frais du matin s'engouffrant dans l'habitacle. Son regard était intense. Marc Dubois a vidé votre compte en banque il y a 1 heure. Le peu que vous aviez a disparu. Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de mon indépendance. Il savait, bien sûr qu'il savait tout. La défaite avait un goût amer de bile. Sans un mot de plus, j'ai contourné la voiture et je suis montée à l'arrière, la portière se refermant derrière moi avec le bruit sourd et définitif d'une cellule de prison. Le silence à l'intérieur de la voiture était plus oppressant que n'importe quel cri. L'odeur de cuir neuf et d'un parfum discret et coûteux flottait dans l'air, un contraste brutal avec l'odeur de pauvreté et de peur qui me collait à la peau. Nous avons roulé à travers Paris, les monuments défilant derrière les vitres teintées comme les fantômes d'une vie qui n'était pas la mienne. Dante est resté silencieux pendant de longues minutes, observant la ville ou peut-être observant mon reflet dans la vitre. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait un poids qui remplissait tout l'espace. Marc Dubois n'est pas seulement un ex-petit ami obsessionnel. C'est un inspecteur corrompu impliqué dans le trafic de drogue, l'extorsion et le blanchiment d'argent. Il a énuméré les faits d'un ton neutre, comme s'il lisait un rapport. Puis, il a marqué une pause et ses yeux a trouvé les miens dans le rétroviseur. Il est aussi responsable de l'accident de voiture qui a tué votre sœur, Chloé. Il a prononcé le mot « accident » avec une légère inflexion, un doute subtil qui a fait voler en éclats le fragile déni que j'avais construit autour de cette tragédie. Le monde s'est arrêté de tourner. Le chagrin et la rage que j'avais enfouis si profondément sont remontés à la surface avec une violence volcanique. La voiture s'est finalement immobilisée dans le parking souterrain d'un gratte-ciel de verre et d'acier à La Défense. Léo nous a conduits à un ascenseur privé qui nous a propulsés en silence vers le sommet. Les portes se sont ouvertes directement sur un penthouse immense. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique et vertigineuse sur tout Paris. Le mobilier était minimaliste, élégant et froid. C'était un espace conçu pour le pouvoir, pas pour la vie. Dante s'est dirigé vers la fenêtre, ses mains dans les poches, contemplant son royaume. Je suis restée près de l'entrée, me sentant minuscule et déplacée. Il s'est retourné, son visage une énigme à contre-jour. « Vous ne pouvez plus retourner dans votre appartement, c'est un piège. À partir de maintenant, vous resterez ici. » Mon cœur s'est rebellé. « Je ne veux pas de votre charité. » Sa réponse a été immédiate, tranchante. « Ce n'est pas de la charité, c'est une transaction. Vous travaillerez pour moi. Une de mes sociétés de façade est une galerie d'art. Vos études en histoire de l'art, bien qu'inachevées, seront utiles. Vous gérerez les acquisitions. Vous aurez un salaire, un contrat. Vous rembourserez votre dette en vivant et vous rembourserez vos autres dettes en travaillant. » C'était une offre impossible, un mélange de salut et de servitude. Mon instinct de survie, celui qui m'avait fait fuir toute ma vie, hurlait. « Je ne suis pas votre prisonnière », ai-je lancé, ma voix gagnant en force malgré la peur qui me nouait la gorge. « Vous croyez que vous pouvez débarquer et diriger ma vie simplement parce que vous avez de l'argent et des hommes de main ? C'est ce que Marc faisait, il appelait ça de la protection, lui aussi, une belle cage dorée pour m'empêcher de m'envoler. » Je pouvais sentir les larmes de frustration me monter aux yeux, mais je refusais de pleurer devant lui. Je refusais de lui montrer cette faiblesse. « Je ne veux pas de votre travail, de votre appartement ou de votre protection. Je préfère encore affronter Marc seul que de devenir la chose d'un autre homme puissant. » Les mots étaient sortis, crus et amers. J'avais passé des années à me reconstruire après Marc, à chérir les miettes de mon indépendance. Accepter son offre, c'était admettre que je n'y étais pas arrivée, que j'étais toujours cette femme brisée qui avait besoin d'un homme pour la sauver. C'était renoncer à la seule chose qui me restait, la fierté de me débrouiller seule, même si cela signifiait souffrir en silence. Dante a écouté mon emportement sans ciller, son visage impénétrable. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une sorte de calme profond et fatigué. Il a traversé la pièce et s'est arrêté à quelques pas de moi, l'intensité de sa présence me coupant le souffle. « Je ne suis pas Marc Dubois », a-t-il dit, sa voix grave et sans appel. « Il prend, je protège, il détruit, je construis. Ce sont des concepts différents. » Il a fait un pas de plus et j'ai dû lever la tête pour le regarder. La liberté n'est qu'une illusion quand on est la proie.
Vous n'êtes pas libre, Helena, vous êtes traquée. Ce que je vous offre, ce n'est pas une cage, c'est une forteresse et des armes. » Il a marqué une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Seule, vous êtes une victime qui attend. Avec moi, vous pouvez avoir la justice pour votre sœur. Pensez-y. Ce n'est pas moi que vous devez craindre, c'est l'homme qui se croit au-dessus des lois parce que personne n'a jamais osé se mettre en travers de son chemin. Je suis celui qui ose. » La mention de Chloé, la promesse de justice, a touché la corde la plus sensible de mon âme. Je suis restée là, pétrifiée par le dilemme. Fuir cet homme signifiait retourner à une vie de terreur, à regarder constamment par-dessus mon épaule, en attendant que Marc finisse par me trouver et me briser pour de bon. Rester signifiait entrer dans un monde de violence et de secrets, un monde dirigé par un homme dont la moralité était écrite à l'encre et au sang. Il était un monstre, j'en étais sûre, mais peut-être fallait-il un monstre pour en chasser un autre. J'ai regardé son visage, cherchant un signe de tromperie, une faille dans son armure de contrôle. Je n'ai vu qu'une détermination de fer et une étrange lueur de compréhension dans ses yeux gris. Il avait vu ma douleur, il l'avait nommée, et il m'offrait non pas de l'effacer, mais de la venger. La culpabilité qui me rongeait depuis la mort de Chloé était un poison lent. Peut-être que la vengeance était l'antidote. J'ai pris une profonde inspiration, l'air luxueux du penthouse me brûlant les poumons. « D'accord », ai-je murmuré, le mot à peine audible, le son de ma propre reddition. Un pacte venait d'être scellé, non avec le diable, mais avec quelque chose de bien plus complexe et de bien plus dangereux. Je venais de lui donner les clés de ma cage, en espérant qu'il la transformerait en forteresse. Ma nouvelle vie a commencé dans le silence assourdissant d'un penthouse qui surplombait Paris. C'était une cage dorée, sans aucun doute, mais une cage d'une beauté à couper le souffle. Chaque surface était polie, chaque meuble une œuvre d'art, chaque fenêtre un tableau vivant de la ville lumière. Pourtant, je ne m'y suis jamais sentie chez moi. C'était le territoire de Dante, un espace qui portait son empreinte, froid, contrôlé et d'une perfection intimidante. Léo m'avait exposé les règles avec la neutralité d'un geôlier lisant un règlement. Pas de sortie non autorisée. Pas de contact avec le monde extérieur via des appareils non sécurisés. Les repas étaient livrés, mes vêtements remplacés par une garde-robe de créateur que je n'osais pas toucher. Je n'étais pas une invitée, j'étais un actif à protéger, un problème à gérer. Je passais mes journées à errer dans cet appartement immense, me sentant comme un fantôme parmi les meubles de luxe, observant la vie trépidante de la ville en bas, une vie qui n'était plus la mienne. La solitude était une compagne constante et la présence de Dante, rare et silencieuse, ne faisait qu'accentuer le gouffre qui nous séparait. Il était le maître de ce royaume et j'étais sa prisonnière volontaire, enchaînée par une dette de vie que je commençais à regretter amèrement. Une semaine après mon installation, Dante m'a convoqué dans son bureau. La pièce était aussi impersonnelle que le reste de l'appartement, dominée par un immense bureau en bois sombre et une bibliothèque remplie de livres anciens reliés en cuir. Il ne m'a pas regardé quand je suis entrée, ses yeux fixés sur un dossier posé devant lui. « Voici les informations sur la galerie », a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans le silence. « Vos fonctions, vos contacts, les prochaines acquisitions prévues. Léo vous conduira demain. » Je suis restée plantée au milieu de la pièce, une vague de colère montant en moi. Je ne suis pas une de vos employées que vous pouvez simplement déplacer comme un pion sur un échiquier, ai-je rétorqué, ma voix tremblante mais ferme. Pour la première fois, il a levé les yeux vers moi et l'intensité de son regard m'a presque fait reculer. « C'est exactement ce que vous êtes », a-t-il répondu froidement, « un pion que je choisis de protéger. Ce travail n'est pas une faveur, c'est votre part du marché. Vous vouliez votre indépendance, la voilà. Gagnez votre vie, remboursez vos dettes, prouvez que vous êtes plus qu'une victime. » Ces mots étaient cruels, mais ils ont touché une corde sensible. Ils me mettaient au défi et une partie de moi, celle qui avait survécu à Marc, avait une envie féroce de lui prouver qu'il avait tort. Les nuits étaient le plus difficile. Loin de l'agitation de la brasserie, le silence du penthouse laissait trop de place aux fantômes. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut, le cœur battant la chamade, le cri de ma sœur Chloé résonnant encore à mes oreilles. Le cauchemar était toujours le même, les phares aveuglants, le bruit du métal qui se froisse, son visage qui disparaît dans l'obscurité. En nage et tremblante, je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau.
La porte de ma chambre était entr'ouverte et dans le couloir faiblement éclairé, je l'ai vu. Dante. Il se tenait là, immobile comme une statue, vêtu d'un simple t-shirt noir qui moulait ses épaules larges. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé, et dans ses yeux gris, j'ai cru déceler non pas de la pitié, mais une lueur de compréhension, comme s'il connaissait intimement la nature des démons qui hantent le sommeil. Il a fait un pas vers moi, a pris la couverture que j'avais laissée tomber et l'a redéposée sur mes épaules. Le geste était si inattendu, si dénué de la froideur habituelle, qu'il m'a laissé sans voix. Il s'est ensuite retourné et a disparu dans l'ombre, me laissant seul avec le poids de sa gentillesse silencieuse, une énigme de plus à ajouter à l'homme qu'il était. Le travail à la galerie est devenu mon sanctuaire. C'était un monde d'une élégance feutrée où les émotions étaient contenues dans les coups de pinceau sur une toile ou dans la courbe d'une sculpture. Loin de la surveillance constante de Dante, je pouvais respirer. Léo me déposait chaque matin et venait me chercher chaque soir, sa présence un rappel constant de ma situation. Mais pendant la journée, j'étais Helena Lefebvre, experte en art et non la protégée d'un chef de la pègre. Je me suis plongée dans les dossiers, étudiant les provenances, vérifiant les authenticités, utilisant des connaissances que je croyais oubliées depuis longtemps. La directrice, une femme élégante et distante nommée Isabelle, semblait surprise par mon efficacité. Un jour, en examinant les documents pour une nouvelle acquisition, une petite toile d'un maître flamand, j'ai repéré une incohérence dans l'historique de propriété, un détail minuscule qui avait échappé à tout le monde. C'était un faux, un très bon, mais un faux quand même. Quand j'ai présenté mes conclusions à Léo ce soir-là, il a levé un sourcil, un rare signe d'étonnement sur son visage impassible. Le patron appréciera, vous venez de lui faire économiser 3 millions d'euros. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une pointe de fierté, le sentiment d'être utile pour ce que j'étais, pas seulement pour ce que je représentais. Cette petite victoire m'a donné un regain de confiance, une envie de repousser les limites de ma cage. Un après-midi, alors que la galerie était calme, j'ai décidé de prendre l'air. Juste 10 minutes, pour sentir le soleil sur mon visage sans une vitre entre nous, pour me mêler à la foule anonyme des rues de Paris. J'ai prétexté une course rapide à la papeterie du coin et j'ai glissé dehors avant que quiconque ne puisse réagir. La sensation de liberté était enivrante. J'ai marché sans but, respirant l'air de la ville, regardant les gens passer, me sentant presque normale. Mais ce sentiment n'a pas duré. Au bout de la rue, appuyé nonchalamment contre un mur, Léo m'attendait. Il n'avait pas l'air en colère, juste fatigué. « C'était stupide, Helena », a-t-il dit simplement en ouvrant la portière d'une voiture que je n'avais pas vue. « Vous ne comprenez pas. Ces règles ne sont pas là pour vous punir. Elles sont là parce que les ennemis de Dante savent maintenant que vous existez. Pour eux, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une cible, un levier, une faiblesse. » Ces mots m'ont frappé avec la force d'une gifle. En cherchant un semblant de liberté, je m'étais mise en danger et j'avais sous-estimé la portée mortelle du monde dans lequel j'étais entrée. La confirmation des paroles de Léo n'a pas tardé. Le lendemain, un coursier a livré un petit paquet plat à la galerie, adressé personnellement à moi. Isabelle me l'a tendu avec un regard curieux. Mon nom était écrit dans une calligraphie élégante et nerveuse. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai attendu d'être seule dans mon bureau pour l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, juste une seule photographie. C'était une photo de Chloé et moi, prise lors de son dernier anniversaire, quelques semaines avant l'accident. Nous sourions, insouciantes. Mais quelqu'un avait modifié l'image. Les yeux de ma sœur avaient été découpés, laissant 2 trous noirs et vides qui semblaient me fixer. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Ce n'était pas le style de Marc. Sa cruauté était directe, brutale. Ça, c'était autre chose. C'était psychologique, vicieux, et cela venait de quelqu'un qui avait pris le temps de faire des recherches sur moi, sur mon point le plus vulnérable. Quelqu'un dans l'ombre, un ennemi de Dante, venait de me faire savoir qu'il me voyait, qu'il connaissait ma plus grande douleur et qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. La cage dorée venait de révéler ses barreaux de fer. Ce soir-là, je n'ai pas pu cacher ma terreur. Quand Dante est rentré, il m'a trouvée assise dans le salon plongée dans le noir, la photographie posée sur la table basse devant moi. Il a allumé une petite lampe et la lumière douce a éclairé la photo mutilée. Il l'a regardée pendant un long moment, son visage une plaque de glace.
Je m'attendais à ce qu'il me fasse des reproches, qu'il me dise que c'était de ma faute pour avoir attiré l'attention. Au lieu de ça, il a pris la photo et l'a déchirée en 4 morceaux avec une précision lente et délibérée. Puis, il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de fureur pure et glaciale dans son regard. Ce n'était pas dirigé contre moi. C'était une rage meurtrière destinée à celui qui avait touché à la mémoire de ma sœur. « Personne ne se servira d'elle contre vous », a-t-il dit, sa voix basse et dangereuse. « Personne ». Il a sorti son téléphone sécurisé et a passé un appel. Je n'ai entendu que quelques mots prononcés en italien, mais le ton était sans appel. « Trovatelo », trouvez-le. À cet instant, la peur a cédé la place à une autre émotion, plus complexe. Je n'étais plus seulement sa protégée, j'étais devenue la raison de sa guerre. La tension dans le penthouse est devenue palpable au cours des jours suivants. Des hommes que je n'avais jamais vus allaient et venaient, parlant à voix basse avec Dante dans son bureau. L'atmosphère était électrique, chargée d'une menace imminente. Dante était plus présent, mais aussi plus distant, son esprit entièrement absorbé par la chasse à cet ennemi invisible. Un soir, alors que je lisais dans le salon, essayant d'ignorer le balai silencieux de ses gardes du corps, le téléphone fixe de l'appartement, celui que je n'avais jamais entendu sonner, a émis une sonnerie stridente. Dante, qui se tenait près de la fenêtre, s'est figé. Il a décroché, activant le haut-parleur. Une voix est sortie, déformée par un logiciel, un son métallique et inhumain. Le fantôme a un nouveau jouet, a grincé la voix, une jolie petite serveuse au cœur brisé. Vous pensez que vos murs peuvent la protéger? Vous l'avez sortie d'une ruelle, mais c'est dans une ruelle qu'elle finira, comme votre première famille. À la mention de sa famille, j'ai vu les épaules de Dante se raidir imperceptiblement. La voix avait non seulement connaissance de moi, mais aussi de son passé le plus douloureux. C'était une attaque personnelle, conçue pour le briser. Il a raccroché sans un mot, mais le silence qui a suivi était plus terrifiant que n'importe quelle menace. Le lendemain, la menace est devenue réelle. Léo insistait désormais pour me conduire personnellement, même pour le court trajet jusqu'à la galerie. Nous roulions sur les quais de Seine, la circulation dense de fin de journée nous ralentissant. J'étais perdue dans mes pensées, regardant les bateaux mousse glisser sur l'eau quand tout a basculé. Un bruit assourdissant de métal broyé, un choc d'une violence inouïe qui m'a projetée en avant, retenue seulement par la ceinture de sécurité. Une grosse camionnette noire venait de nous percuter par le côté, nous envoyant valser contre la barrière de sécurité en pierre. La vitre à côté de moi a volé en éclats, me couvrant de minuscules fragments de verre. Avant même que je puisse crier, Léo avait déjà sorti son arme, son corps se plaçant instinctivement devant le mien pour me protéger. « Restez baissé », a-t-il hurlé. La camionnette a reculé, puis a foncé à nouveau, non pas pour nous achever, mais pour bloquer la circulation et disparaître dans une rue adjacente. C'était un avertissement, un message brutal et sans équivoque. Le monde de Dante ne se contentait plus de m'envoyer des photos. Il venait de défoncer ma porte, me montrant que le refuge était une illusion et que le danger était désormais mon ombre. Le bruit des sirènes s'est rapproché, un gémissement strident qui a fendu l'air et s'est mêlé à mes propres tremblements. J'étais assise sur le trottoir, le froid du béton s'infiltrant à travers mes vêtements, indifférente au regard curieux des passants. Des fragments de verre scintillaient sur mon manteau comme des diamants cruels. Léo, le visage grimaçant de douleur, tenait son bras contre sa poitrine, mais ses yeux balayaient la scène avec une vigilance de prédateur. Il aboyait des ordres dans un micro discret attaché à son poignet, sa voix tendue mais maîtrisée. La réalité m'a frappée avec la violence du choc que nous venions de subir. Ce n'était pas un accident, c'était un message, écrit avec du métal tordu et du verre brisé. Il savait où j'étais, il savait comment m'atteindre. Ma simple existence était devenue une provocation dans un monde dont j'ignorais les règles. Alors que les gyrophares peignaient la scène de lueurs bleues et rouges, une autre berline noire, identique à la nôtre, s'est glissée à travers le chaos avec une aisance surnaturelle. La portière s'est ouverte et Dante en est sorti. Son visage était un masque de fureur contenue, si intense qu'il semblait aspirer toute la lumière et le son autour de lui. Il n'a pas regardé l'épave, ni les policiers qui arrivaient. Ses yeux d'acier se sont posés directement sur moi.
Il a traversé la distance qui nous séparait en quelques enjambées, son long manteau flottant derrière lui comme les ailes d'un ange vengeur. Il s'est agenouillé devant moi, ignorant le chaos ambiant, son univers entier réduit à ma personne tremblante. Son regard a parcouru mon visage, mes bras, cherchant la moindre égratignure avec une concentration féroce. D'un geste d'une douceur inattendue, il a efforé mes cheveux, retirant délicatement les minuscules éclats de verre qui s'y étaient logés. Sa main était chaude et ferme, un point d'ancrage dans la tempête de ma peur. Il a échangé quelques mots rapides et gutturaux en italien avec Léo, qui a hoché la tête en grimaçant. Puis il est revenu à moi, sa voix un murmure grave qui vibrait au plus profond de ma poitrine. « Vous n'avez rien. » Ce n'était pas une simple question, c'était un ordre de ne pas être blessé, une demande à l'univers de ne pas avoir failli une fois de plus. J'ai secoué la tête, incapable de former des mots. Sans un autre regard pour le spectacle de destruction, il a retiré son propre manteau, une pièce de cachemire qui devait coûter une fortune, et l'a drapé sur mes épaules. Il m'a aidé à me relever et m'a guidé vers la nouvelle voiture, me protégeant du monde de son corps, un rempart de silence et de rage. La réalité m'a frappé avec la violence du choc que nous venions de subir. Ce n'était pas un accident, c'était un message, écrit avec du métal tordu et du verre brisé. Il savait où j'étais, il savait comment m'atteindre. Ma simple existence était devenue une provocation dans un monde dont j'ignorais les règles. Alors que les gyrophares peignaient la scène de lueurs bleues et rouges, une autre berline noire, identique à la nôtre, s'est glissée à travers le chaos avec une aisance surnaturelle. La portière s'est ouverte et Dante en est sorti. Son visage était un masque de fureur contenue, si intense qu'il semblait aspirer toute la lumière et le son autour de lui. Il n'a pas regardé l'épave, ni les policiers qui arrivaient. Ses yeux d'acier se sont posés directement sur moi. Il a traversé la distance qui nous séparait en quelques enjambées, son long manteau flottant derrière lui comme les ailes d'un ange vengeur. Il s'est agenouillé devant moi, ignorant le chaos ambiant, son univers entier réduit à ma personne tremblante. Son regard a parcouru mon visage, mes bras, cherchant la moindre égratignure avec une concentration féroce. D'un geste d'une douceur inattendue, il a effleuré mes cheveux, retirant délicatement les minuscules éclats de verre qui s'y étaient logés. Sa main était chaude et ferme, un point d'ancrage dans la tempête de ma peur. Il a échangé quelques mots rapides et gutturaux en italien avec Léo, qui a hoché la tête en grimaçant. Puis il est revenu à moi, sa voix un murmure grave qui vibrait au plus profond de ma poitrine. « Vous n'avez rien ?» Ce n'était pas une simple question, c'était un ordre de ne pas être blessé, une demande à l'univers de ne pas avoir failli une fois de plus. J'ai secoué la tête, incapable de former des mots. Sans un autre regard pour le spectacle de destruction, il a retiré son propre manteau, une pièce de cachemire qui devait coûter une fortune, et l'a drapé sur mes épaules. Il m'a aidé à me relever et m'a guidé vers la nouvelle voiture, me protégeant du monde de son corps, un rempart de silence et de rage. De retour au penthouse, l'atmosphère avait radicalement changé. Ce n'était plus une cage dorée, mais un bunker de luxe en état de siège. Des hommes en costume sombre que je n'avais jamais vus se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, leur regard balayant chaque recoin. Un médecin privé, sorti de nulle part, pansait le bras de Léo dans un coin du salon. L'air crépitait d'une urgence contrôlée. Dante arpentait la pièce, son téléphone collé à l'oreille, sa voix un grondement bas et continu qui donnait des ordres sans appel. Je captais des bribes de phrases, des noms qui ne signifiaient rien pour moi, mais qui semblaient signer des arrêts de mort. Galop, trouvez-le, échec inacceptable. La culpabilité m'a submergée, une vague nauséabonde. J'étais le catalyseur de cette violence, la faille dans son armure. Quand il a finalement raccroché, je me suis plantée devant lui, ma résolution puisée dans le désespoir. C'est de ma faute, tout ça. Je ne peux pas rester ici, je dois partir. Je suis un aimant à problème, vous ne voyez donc pas? Laissez-moi partir, avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Ma voix s'est brisée sur les derniers mots, trahissant la terreur qui se cachait derrière ma fausse bravade. Il a cessé de faire les 100 pas et s'est tourné vers moi. La fureur avait quitté ses yeux, remplacée par une lassitude si profonde qu'elle semblait venir du fond des âges. « Partir » a-t-il répété, sa voix dénuée de toute inflexion. « Pour aller où ? Pour qu'ils vous retrouvent dans une chambre d'hôtel miteuse et finissent le travail ? Ils ne vous laisseront pas tranquille, Helena, pas maintenant. Pas depuis qu'ils ont compris que vous n'êtes pas juste une dette. » L'aveu était là, suspendu entre nous,
aussi brutal et inattendu que l'accident. Il a détourné le regard, se dirigeant vers l'immense baie vitrée qui donnait sur la ville endormie. Son reflet était celui d'un homme hanté. Il y a des années, mes ennemis ont découvert que j'avais une femme, un fils. Ils les ont considérés comme un levier, une faiblesse à exploiter. J'ai construit des murs autour d'eux, tout comme ceux-ci, mais ça n'a pas suffi. J'ai échoué à les protéger. Sa voix s'est étranglée sur le dernier mot, une fissure dans sa façade de marbre. Je ne referai pas la même erreur, pas avec vous. La révélation m'a frappée comme une onde de choc. Sa protection n'était pas une question d'honneur. C'était une pénitence. Le silence qui a suivi sa confession était dense, lourd de fantômes partagés. Je le voyais différemment maintenant, non plus comme le chef de la pègre tout-puissant, mais comme un homme brisé par la même arme qui m'avait blessé, la perte, la culpabilité. Lentement, j'ai traversé la pièce jusqu'à me tenir à ses côtés, nos reflets juxtaposés contre le panorama scintillant de Paris. La ville semblait si indifférente à nos tragédies personnelles. « Je suis désolée », ai-je murmuré, les mots semblant dérisoires face à une telle douleur. « Pour votre famille. » J'ai hésité un instant, puis, obéissant à une impulsion que je ne comprenais pas moi-même, j'ai posé ma main sur son avant-bras. Le muscle sous le tissu de sa chemise était tendu comme une corde d'arc. Je m'attendais à ce qu'il se retire, qu'il me repousse. Au lieu de cela, sous mon contact, j'ai senti une infime partie de sa tension se relâcher. Il n'a pas bougé, n'a rien dit, mais il a légèrement incliné la tête vers moi, un acquiescement silencieux. Nous sommes restés ainsi un long moment, deux solitudes se touchant dans l'obscurité, le gouffre entre nos deux mondes se comblant un peu plus, le lien invisible qui nous unissait se resserrant jusqu'à devenir presque tangible. Notre trêve silencieuse fut interrompue par l'arrivée de Léo, son bras maintenant maintenu en écharpe. Il tenait une tablette, son expression plus sombre que jamais. « Patron, on a identifié la source de la fuite. » Il a tendu l'appareil à Dante. Sur l'écran, une vidéo de surveillance granuleuse montrait une ruelle sombre. Deux silhouettes se dessinaient sous un lampadaire vacillant. L'une était sans équivoque celle de Marc Dubois, mon ex, son arrogance visible même à travers la mauvaise qualité de l'image. L'autre homme, plus grand, se tenait dans l'ombre, mais alors qu'il se tournait pour partir, la lumière a capté son profil. Dante a émis un son rauque, un grognement de pure haine. Ricardo Gallo. Le nom a résonné dans la pièce comme un anathème. Léo a confirmé d'un signe de tête. Il a donné à Dubois votre itinéraire, les codes de sécurité, tout. C'est une trahison totale. Le puzzle macabre s'est assemblé dans mon esprit. Ce n'était pas seulement Marc qui me pourchassait, c'était une conspiration, une guerre sur deux fronts avec moi comme épicentre. La menace venait de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur même de la forteresse de Dante. Il n'y avait plus aucun endroit sûr. Dante a éteint la tablette, son visage redevenu un masque de glace impénétrable. Il s'est tourné vers moi et l'intensité de son regard m'a cloué sur place. Un flic pourri qui veut effacer son passé et un traître qui veut prendre ma place. Vous êtes au milieu de leur jeu. Pour Dubois, vous êtes un témoin à faire taire. Pour Gallo, vous êtes la preuve que j'ai une faiblesse, la même qui m'a coûté ma famille. Chaque mot était un éclat de glace. Il a fait un pas vers moi, réduisant la distance jusqu'à ce que je doive lever la tête pour le regarder. Ses mains se sont posées sur mes joues, ses paumes chaudes contre ma peau froide. Le geste était possessif, protecteur, une revendication silencieuse. Il n'y a plus d'échappatoire, Helena, ni pour vous, ni pour moi. Notre sort est lié, votre vie est la mienne maintenant. Sa voix était un murmure hypnotique. Je jure sur la tombe de mon fils que je ne laisserai personne vous toucher. Mais pour cela, j'ai besoin de votre confiance, totale et absolue. Sans elle, nous sommes perdus. Le monde s'est rétréci à ses yeux, un abîme de douleur et de détermination où je pouvais soit me noyer, soit trouver le courage de nager à ses côtés. Dans le gris acier de son regard, je n'ai pas vu un geôlier, mais un guerrier qui m'offrait son épée et son bouclier. La peur était toujours là, un nœud froid dans mon estomac. Mais une autre sensation commençait à prendre le dessus, une étrange forme d'espoir. L'espoir que peut-être, pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seule face à la tempête. J'ai levé la main et l'ai posée sur la sienne,
là où elle tenait mon visage. « Vous l'avez », ai-je dit, ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Ma confiance. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres, une chose si rare et si fugace que j'aurais pu l'imaginer. Cela n'a pas atteint ses yeux, qui brillaient déjà d'une lueur prédatrice. Bien. Il a relâché mon visage, mais la chaleur de son contact est restée imprimée sur ma peau. Il s'est retourné vers Léo, sa posture changeante, passant du protecteur à celle du général sur le point d'entrer en guerre. L'époque où nous subissions est terminée. À partir de maintenant, nous chassons. Le ton était donné. Je n'étais plus la proie qui fuyait. J'étais devenue l'appât dans un piège mortel. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'être du côté des chasseurs. Nos ennemis pensaient avoir trouvé sa plus grande faiblesse. Ils allaient bientôt découvrir qu'ils allaient forger son arme la plus redoutable. Le plan était d'une simplicité terrifiante. Utiliser la galerie comme un piège, organiser une fausse transaction pour une œuvre d'art rare et laisser Ricardo Gallo, le traître, croire qu'il pouvait me kidnapper pour faire pression sur Dante. J'étais l'appât, mais pour la première fois, je me sentais actrice de ma propre survie. Dante m'avait équipée d'un micro discret. Sa voix, un murmure rassurant dans mon oreille, un fil invisible qui nous reliait à travers les ombres. « Je suis là, Elena. À la moindre alerte, dis le mot Chloé et nous intervenons. » La galerie, habituellement mon havre de paix, était devenue une scène de théâtre macabre, chaque sculpture une silhouette menaçante dans la pénombre. J'attendais, le cœur battant au rythme des secondes qui s'égrenaient, un mélange de terreur et d'une étrange exaltation. Je n'étais plus la serveuse effrayée, j'étais une arme qu'il avait choisie, et je refusais de le décevoir. Les phares d'une voiture ont balayé la vitrine, et mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Mais ce n'était pas la berline attendue. C'était une voiture de police banalisée, et celui qui en est sorti n'était pas Gallo. C'était Marc, son sourire carnassier brillant sous les lampadaires, et je savais, avec une certitude glaciale, que le piège venait de se refermer sur nous. L'enfer s'est déchaîné. Marc n'était pas venu pour moi. C'était une diversion, une manœuvre diabolique conçue par un esprit bien plus tordu que le sien. Alors qu'il retenait l'attention de Dante et de ses hommes à l'avant, les hommes de Gallo ont fait irruption par l'arrière, par une issue de secours que nous pensions sécuriser. La trahison était plus profonde, plus étendue que nous ne l'avions jamais imaginée. J'ai crié le nom de ma sœur dans le micro, mais c'était trop tard. Le bruit des coups de feu a fait exploser le silence feutré de la galerie, le verre des vitrines se brisant en une pluie de diamants mortels. Leur cible n'était pas moi, c'était Léo. Il était le bras droit, le cerveau tactique, le pilier de l'organisation de Dante. Sans lui, Dante était affaibli, vulnérable. J'ai vu Léo se retourner, son visage un masque de surprise et de fureur, tentant de me pousser derrière une sculpture massive. Mais les balles étaient trop nombreuses. Il a été touché, 1, 2, 3 fois. Il s'est effondré à mes pieds, son sang chaud et sombre se répandant sur le marbre blanc du sol, une tache écarlate qui grandissait comme un cauchemar. La dernière chose que j'ai vue, avant que Dante ne me tire hors de la mêlée, c'est le regard vide de Léo, fixé sur un point invisible au plafond. Le retour au penthouse s'est fait dans un silence de mort, brisé uniquement par le son des sirènes qui s'éloignaient et le bruit de mes propres sanglots étouffés. Léo n'était pas mort, mais son état était critique. Il avait été transporté dans une clinique privée, un fantôme entre la vie et la mort, et son absence avait laissé un vide béant dans l'univers de Dante. La forteresse avait été violée, la confiance brisée. Je me sentais souillée, responsable. Le sang de Léo était sur mes mains, une nouvelle tache indélébile à côté de celle imaginaire de ma sœur. J'étais le point faible, le talon d'Achille que ses ennemis avaient si brillamment exploité. Chaque parcelle de sécurité que j'avais ressentie s'était évaporée, remplacée par une culpabilité si écrasante qu'elle me coupait le souffle. J'étais un poison. Tout ce que je touchais, je le détruisais. Dante arpentait la pièce comme un lion en cage, sa rage une présence physique dans la pièce, si intense qu'elle semblait faire vibrer les murs. Il ne me regardait pas, ne me parlait pas. J'étais devenue invisible pour lui, un simple rappel de son échec catastrophique. La distance entre nous était devenue un abîme, creusé par la violence et le sang. C'est au milieu de ce chaos qu'un des hommes de Dante est entré, le visage blême. Il tenait un téléphone récupéré sur l'un des assaillants de Gallo. « Patron, vous devez voir ça. » Sur l'écran, il y avait un échange de messages entre Gallo et Marc, datant de plusieurs mois. Ils ne parlaient pas de moi.
Il parlait d'une enquête que Marc menait, une enquête qui le rapprochait dangereusement du syndicat rival qui avait assassiné la première famille de Dante. Et puis, la phrase qui a tout fait basculer. « J'ai trouvé un levier, l'ex de Dubois, celle dont la sœur est morte dans l'accident. Le fantôme a une obsession pour ce genre de femme brisée, il ne pourra pas résister. » Mon sang est glacé. Dante a lu le message par-dessus mon épaule et j'ai senti son corps se raidir. Il savait, il enquêtait sur Marc bien avant de me rencontrer. Cette nuit dans la ruelle n'était pas le fruit du hasard. J'étais une coïncidence opportune, une pièce qui s'était parfaitement insérée dans son jeu de vengeance préexistant. La dette de vie, la protection, tout cela n'était qu'une façade, un mensonge élaboré pour me garder près de lui, pour m'utiliser comme appât dans sa guerre personnelle. La révélation a été une lame de glace plantée en plein cœur. La douleur de la trahison était plus accuse que n'importe quelle peur que j'avais jamais ressentie. Je les regardais, cherchant un démenti, une explication, n'importe quoi. Mais son visage était fermé, ses yeux gris aussi froids et impénétrables que le jour de notre première rencontre. Il ne pouvait pas nier, le silence était son aveu. Chaque geste de tendresse, chaque moment de vulnérabilité partagée, tout a été instantanément réécrit dans mon esprit comme une manipulation calculée. Je n'étais pas la femme qu'il protégeait, j'étais l'instrument de sa vengeance. Et à quel prix? Léo se battait pour sa vie, mes amis étaient en danger, et tout cela parce que j'avais été assez naïve pour croire en un conte de fées. La culpabilité s'est transformée en une certitude glaciale. J'étais la faiblesse, mais pas seulement pour lui. J'étais ma propre faiblesse. En m'appuyant sur lui, j'avais oublié comment me tenir debout seule. J'avais échangé une cage contre une autre, plus belle, mais tout aussi mortelle. Il n'y avait qu'une seule façon de mettre fin à ce cycle de destruction. Je devais disparaître, pour de bon. Non pas pour le protéger, mais pour me sauver de lui, de ce monde et de la femme que j'étais devenue à ses côtés. Cette nuit-là, alors que l'agitation dans le penthouse était à son comble, Dante étant absorbé par les appels, la gestion de la crise, j'ai mis mon plan à exécution. Je n'ai rien pris, pas d'argent, pas de vêtements, pas d'identité. Je devais redevenir un fantôme, comme lui. Mon seul bagage était le poids de mes échecs. Sur l'oreiller de la chambre où j'avais connu à la fois des cauchemars et un sommeil paisible, j'ai déposé l'écharpe blanche que Chloé m'avait tricotée, celle qu'il m'avait rendue, propre et immaculée. C'était le symbole de notre pacte, le début et la fin de notre histoire. Un remboursement silencieux de la dette. J'ai profité d'un moment où l'attention des gardes était détournée pour me glisser dans un ascenseur de service. Chaque étage descendu était un pas de plus vers une liberté terrifiante. Lorsque les portes se sont ouvertes sur le parking souterrain froid et humide, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à marcher. Je n'avais aucune destination, aucun plan. Je retournais à mon point de départ, seule, traquée, mais cette fois, je savais exactement de quel genre de monstre je devais me cacher. Le plus grand danger n'était plus Marc, c'était l'homme qui avait failli me convaincre que je pouvais être sauvée. Dante a trouvé l'écharpe des heures plus tard, à l'aube d'un jour gris qui promettait encore plus de sang. Le silence de ma chambre vide lui a crié mon absence. Il a pris le tissu doux dans ses mains, ce morceau de laine qui avait tout commencé, et a compris. Il n'avait pas été trahi par un lieutenant ambitieux ou déjoué par un flic corrompu. Il avait été vaincu par le cœur d'une femme qu'il avait brisé. Il avait échoué, pas en tant que chef de la pègre, mais en tant qu'homme. En essayant de la protéger du monde, il était devenu le monde qui la blessait le plus. La forteresse qu'il avait construite autour d'elle était devenue sa prison, et elle s'en était échappée. Maintenant, elle était dehors, seule et sans défense, une proie parfaite pour Marc et Gallo, qui ne tarderaient pas à découvrir sa fuite. Il se tenait au milieu de son empire de verre et d'acier, plus seul et plus impuissant qu'il ne l'avait jamais été, même face à la mort de sa première famille. Il l'avait arrachée à lui, mais Helena, il l'avait lui-même poussée dans les ténèbres. Et dans le silence assourdissant de son penthouse, il a compris que le véritable effondrement ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, là où il avait laissé une femme bonne croire qu'elle n'était qu'une arme. La découverte de l'écharpe fut comme un coup de poignard silencieux, plus profond que n'importe quelle blessure physique. Dante ne laissa transparaître aucune émotion, son visage se figeant en un masque de glace. La douleur, aiguë et dévorante, fut instantanément canalisée en une fureur froide et stratégique. Il ne lança pas ses hommes à la recherche d'Helena.
Il savait qu'elle était comme un oiseau sauvage et que la pourchasser ne ferait que la terrifier davantage. Au lieu de cela, il déchaîna toute la puissance de son empire sur ses véritables ennemis. Chaque ressource, chaque contact, chaque parcelle de technologie fut mobilisée dans un seul but, anéantir Marc Dubois et Ricardo Gallo. Il ne dormait plus, ne mangeait presque plus, alimenté par le café noir et une soif de vengeance qui n'était plus seulement une question d'honneur, mais une pénitence. Il disséquait leur vie, leurs finances, leurs secrets avec la précision d'un chirurgien. Il n'allait pas simplement les tuer, il allait démanteler leur monde, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, espérant que dans les ruines, il trouverait un moyen de lui prouver qu'il n'était pas le monstre qu'elle avait fui. Pendant ce temps, Elena était redevenue un fantôme, se déplaçant dans les marges de Paris, le visage caché sous une capuche, le cœur lourd de sa propre trahison. Mais la fuite n'était plus une option. La colère a remplacé la peur, une flamme froide qui brûlait la culpabilité. Elle ne pouvait pas laisser Marc gagner. Elle ne pouvait pas laisser le sacrifice de Léo être vain. Elle se souvint alors de quelque chose que sa sœur lui avait dit, des semaines avant sa mort, une phrase anodine à l'époque. Chloé, toujours si prévoyante, avait parlé d'une « assurance vie digitale » cachée dans un endroit où personne ne penserait jamais à chercher. C'est ce qui l'a conduite à un petit garde-meuble à la périphérie de la ville, un lieu rempli des vestiges de leur vie d'avant, des meubles de leur enfance et des cartons de souvenirs. C'était un pari insensé, une quête désespérée menée par l'intuition et le chagrin. Fouillant dans l'obscurité poussiéreuse, chaque objet ravivant une douleur sourde, elle cherchait une aiguille dans une botte de foin, une petite carte SD qui contenait la clé de la destruction de Marc et peut-être de sa propre rédemption. Les réseaux de Dante, tentaculaires et invisibles, finirent par converger vers le même point. Une transaction suspecte sur le compte de Marc, un paiement à une société de surveillance qui avait triangulé les derniers signaux du vieux téléphone prépayé de Chloé. La destination était claire, le complexe de garde-meubles. Dante comprit instantanément. Elle n'était pas en fuite, elle se battait. Et elle marchait droit dans la gueule du loup. Au même moment, dans le silence froid du box de stockage, les doigts d'Elena sentirent une petite bosse sous la doublure usée d'un vieil ours en peluche, le dernier cadeau de sa sœur. Elle déchira la couture et la petite puce de plastique tomba dans sa paume. Un sentiment de triomphe glacial la traversa, immédiatement anéanti par le bruit métallique d'un cadenas qu'on ouvre à l'extérieur. La porte coulissante s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant la silhouette de Marc, son visage déformé par un sourire de prédateur qui avait finalement acculé sa proie. La course de Dante contre la montre venait de se terminer, et il savait qu'il était peut-être déjà trop tard. Il avait construit une forteresse pour la protéger, mais la bataille finale aurait lieu dans la plus fragile des prisons, une cage de souvenirs. « Je savais que tu finirais par te souvenir de la petite cachette de ta sœur, » dit Marc, sa voix mielleuse résonnant contre les parois métalliques. Il fit un pas à l'intérieur, l'arme à la main, son regard avide fixé sur la carte SD dans la paume d'Elena. Elle était intelligente, ta sœur, trop intelligente. Elle n'aurait jamais dû fouiner dans mes affaires. C'était une erreur tragique. Tout comme la tienne, de penser que tu pouvais t'en sortir seule. Il s'approcha, savourant sa victoire, sa peur. C'est alors qu'une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, bloquant la lumière. Dante. Mais il n'était pas le fantôme, entouré de ses soldats. Il était seul, les mains vides et visibles, son visage une toile de regret et de détermination. « Laisse-la partir, Dubois, dit-il, sa voix calme mais portant un poids infini. C'est moi que tu veux. L'enquête, les preuves, tout mène à moi. Elle n'est qu'un pion, prends-moi et laisse-la sortir d'ici. » C'était un sacrifice total, l'offre d'un roi abandonnant son trône, sa vie, pour la seule chose qui comptait encore. Il ne la protégeait plus avec ses murs et son argent, mais avec son propre corps, son propre cœur exposé. L'arrogance de Marc explosa en un rire méprisant. Avoir les deux, le flic corrompu et le chef de la pègre, à sa merci était plus qu'il n'aurait jamais pu espérer. Touchant, mais non, je vais prendre la carte et ensuite je vais vous laisser tous les deux ici pour que l'on vous retrouve. Une tragédie. Alors qu'il se tournait vers Dante, le considérant comme la plus grande menace, Elena agit. Elle ne cria pas, elle ne paniqua pas. Elle lança le vieil ours en peluche directement au visage de Marc.
Ce geste, si enfantin, si inattendu, le déstabilisa une fraction de seconde. Ce fut suffisant. Dante explosa en un mouvement fluide et mortel. Il ne visa pas l'arme, il visa l'homme. Un coup précis au poignet qui fit tomber le pistolet, suivi d'un autre qui coupa la respiration de Marc. Le combat fut bref, brutal et silencieux. Au moment où Marc s'effondrait, les hommes de galop apparurent, mais ils furent accueillis par une volée de tirs précis venant des ombres. Les loyalistes de Dante, menés par un Léo bandé mais implacable, avaient bouclé le périmètre. La victoire n'était pas celle d'un sauveur, mais celle d'un partenariat, forgé dans la confiance et le timing parfait. Le silence retomba, ne laissant que le bruit de leur respiration dans l'air poussiéreux. Les menaces avaient été neutralisées, les traîtres capturés, la guerre terminée. Dante se tenait devant Helena, le masque du fantôme tombé, ne laissant qu'un homme fatigué, vulnérable. La carte SD, preuve de tous les crimes de Marc, gisait sur le sol entre eux. Il ne la ramassa pas. « C'est fini, dit-il doucement. Tu es libre, vraiment libre. Dis-moi juste où tu veux aller, n'importe où dans le monde. Je te donnerai une nouvelle vie, une nouvelle identité. Loin de tout ça, loin de moi. » Il lui offrait la fuite qu'elle avait toujours cru désirer. Mais en le regardant, elle ne vit plus une cage, dorée ou non. Elle vit un foyer. Lentement, elle se pencha, ramassa la carte SD et la glissa dans sa main. Puis, elle prit cette même main, celle qui avait porté des armes et signé des arrêts de mort, et la serra dans les siennes. « Je suis déjà là où je veux être », murmura-t-elle. Ensemble, ils sortirent du garde-meuble, laissant derrière eux les fantômes et la douleur, marchant non pas vers un avenir facile, mais vers un avenir qu'ils avaient choisi de construire, main dans la main. Les semaines qui ont suivi l'affrontement dans le garde-meuble ont été un étrange mélange de silence et d'activité frénétique. Le monde de Dante s'est réorganisé avec une efficacité silencieuse et impitoyable. Les traîtres ont été purgés, les loyautés réaffirmées, et un nouveau périmètre de sécurité, plus discret mais infiniment plus solide, a été établi autour de nous. Léo, revenu de l'hôpital avec une cicatrice sur le torse et un humour plus caustique que jamais, surveillait tout avec un œil de faucon. Il m'a dit un jour, en me servant un café, que ma petite escapade avait coûté une fortune en restructuration, mais que le regard de Dante quand il a découvert ma disparition valait chaque centime. Pour la première fois depuis des années, je pouvais marcher dans la rue sans sentir un poids glacial sur mes épaules. La peur de Marc avait été remplacée par une vigilance tranquille, la certitude que les ombres nous protégeaient désormais au lieu de nous menacer. Ce nouveau calme était presque déconcertant. J'apprenais à respirer à nouveau, à ne pas sursauter au moindre bruit. C'était une paix gagnée dans le sang et les larmes, une paix fragile que nous chérissions comme le plus précieux des trésors, le fondement sur lequel nous pouvions enfin commencer à construire quelque chose qui ressemblait à une vie. Je n'étais plus un pion à protéger, ni une dette à honorer. J'étais devenue une partenaire. L'idée du restaurant chez Chloé a germé en moi comme une évidence, une façon de transformer la douleur en quelque chose de beau et de vivant. Quand j'en ai parlé à Dante, je m'attendais à de la résistance, à ce qu'il voie cela comme un risque inutile. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête et a dit « Dis-moi ce dont tu as besoin ». Il a mis ses ressources à ma disposition, mais il m'a laissé le contrôle total. J'ai dessiné les plans, choisi la décoration, en utilisant mes connaissances en histoire de l'art pour créer une ambiance à la fois élégante et chaleureuse. J'ai élaboré le menu, interviewé le personnel et négocié avec les fournisseurs. Dante venait parfois le soir, après ses propres journées chargées, et restait assis en silence dans un coin, me regardant travailler avec une intensité qui n'était plus possessive, mais pleine d'une fierté tranquille. Il ne me donnait pas une nouvelle vie, il me donnait les outils pour construire la mienne, à ses côtés. Ce restaurant n'était pas seulement un hommage à ma sœur, c'était la déclaration de ma propre indépendance, la preuve que je n'étais pas une femme brisée attendant d'être sauvée, mais une survivante qui avait trouvé la force de créer sa propre sécurité. Les moments les plus précieux de cette nouvelle vie n'étaient pas les grandes victoires, mais les petites pauses silencieuses. C'était Dante arrivant tard le soir à la fin du service, les mains vides de toute arme, portant simplement 2 tasses de café à emporter. Il s'asseyait avec moi à l'une des tables vides et nous regardions les lumières de la ville scintiller à travers la vitrine, sans avoir besoin de parler. C'était la façon dont sa main trouvait la mienne sous la table, son pouce traçant des cercles apaisants sur ma peau.
Un jour, il a fait encadrer l'écharpe blanche de Chloé, celle qui avait tout commencé. Elle n'était plus un symbole de sang et de dette, mais un rappel de notre point de départ, de cet acte de compassion qui avait changé nos deux mondes. Il l'a accrochée dans le hall de notre appartement, non pas le penthouse froid et impersonnel, mais un endroit plus chaleureux que nous avions choisi ensemble, un lieu rempli de livres et de lumière. Il ne m'a jamais offert de bague, pas de promesses extravagantes. Au lieu de cela, il m'a remis les titres de propriété du restaurant, établis à mon seul nom. « La confiance n'est pas une parole », m'a-t-il murmuré ce soir-là, c'est un acte. Et dans ce simple geste, il m'avait offert plus de sécurité que tous les gardes du monde. 1 an après l'enfer, nous nous tenions sur le trottoir d'en face, regardant chez Chloé, baignés dans la lueur dorée du soir. Le restaurant était plein, des rires et des conversations s'échappant par la porte ouverte. Chaque plat servi, chaque verre rempli était une petite victoire contre les ténèbres que nous avions vaincues. Dante se tenait à mes côtés, non plus comme une ombre menaçante, mais comme un ancrage, sa présence une promesse silencieuse de paix. Il a glissé son bras autour de ma taille, me tirant contre lui. Le chemin avait été long et terrifiant, de la ruelle sordide où j'avais trouvé un homme mourant, à ce coin de rue animé où nous avions bâti un avenir. Notre famille était Léo, qui levait son verre à une table près de la fenêtre, et les quelques hommes loyaux qui veillaient de loin, invisibles mais présents. Nous n'étions pas un conte de fées, mais notre histoire était réelle, forgée dans la violence et rachetée par l'amour. Ma main a trouvé la sienne et nos doigts se sont entrelacés. La paix, j'ai réalisé, n'était pas l'absence de cicatrices, mais la certitude qu'il y avait quelqu'un qui les comprenait et les chérissait comme les siennes. Et partager ce voyage, c'est croire que même après la plus violente des tempêtes, il est possible de trouver un abri.